Salut, c'est Lilian d'Horizon Multimédia. Dans le cadre de notre série de webinaires Parents branchés, nous avons pu discuter avec Baptiste Desmontiers, journaliste et fondateur du média Coolmag, autour des questions des influenceurs, de la réalité de leur métier et de l'impact que leur parole peut avoir sur les enfants. Ce sont Rémi Arakelian et Déborah Meffre qui ont animé ce podcast. Entre idées reçues, manipulation, apprentissage, catégorie d'influenceurs, découvrez comment bien parler des influenceurs avec vos enfants. Profitez bien! Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rémi, médiateur numérique et coordonnateur du 13. Merci Baptiste, merci d'être là pour ce webinaire sur la question des influenceurs, métier de rêve. C'est un sujet pendant lequel on pourrait parler des heures et des heures. On a fait le choix de prendre certaines questions, certaines thématiques. Ce que je te propose Baptiste, c'est de te poser quelques grandes questions. Vous dans le chat, ceux qui participaient, je vous invite à poser les questions également. Comme ça, on y répondra au fil de la discussion ou alors à la fin. Ne vous inquiétez pas. Déjà pour te présenter rapidement, Baptiste, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, je m'appelle donc Baptiste Desmontiers, je suis journaliste, je suis grand reporter, je suis père de famille aussi et j'ai fondé le média Coolmag, K-O-O-L avec un K, donc Coolmag avec un G, Coolmag pardon, et qui est un média qui s'adresse justement aux parents. Plus particulièrement aux hommes, mais à tous les parents. Et donc, c'est un sujet, les influenceurs qu'on traite régulièrement sur notre média, Coolmag. Et vous aviez mis influenceur. Moi, je ne me considère absolument pas comme un influenceur au sens où on l'entend aujourd'hui. Je suis un influenceur dans le sens où je suis un journaliste. Un journaliste porte des sujets, un journaliste défend des sujets, donne la parole à des gens. Donc, quelque part, il influence. Mais le métier d'influenceur est très, très loin de ce que je suis et de ce que je fais et de ce que je prône. Merci Baptiste. On entend ce mot influenceur qui peut désigner tout plein de choses et qui sur Internet peut avoir différentes connotations. En tout cas, pour le sujet d'aujourd'hui, la réflexion sur ce métier de rêve d'influenceur, est-ce que déjà tu pourrais nous dire ce que c'est en fait l'influenceur, une définition, ce qu'est un influenceur, s'il te plaît? Alors, influenceur, métier de rêve, je rajouterai un énorme point d'interrogation à la suite et je rajouterai même un petit emoji un peu interrogatif parce que évidemment c'est cynique comme question. Je pense absolument pas que ce soit un métier de rêve. Alors, l'influence, déjà, elle a commencé à partir du moment où on a une audience. Donc, si on reste sur tout ce qui est réseaux sociaux, l'influenceur, il a d'abord existé principalement sur YouTube au début. C'était tous les streamers, principalement ceux qui étaient suivis par beaucoup de jeunes qui se filmaient en train de faire des jeux vidéo, en train de participer à des jeux vidéo. C'est vraiment les premiers qu'on a vu arriver. Aujourd'hui, ils sont très, très connus. Hein. C'est Squeezie, Michou, Inoxtag, etc. Ça, c'est vraiment les influenceurs qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs, plus tellement des influenceurs, mais des créateurs de contenu. C'est des gens qui sont passés de la notoriété et l'impact sur une communauté à la proposition de valeur. C'est-à-dire c'est des gens qui proposent des contenus éditorialisés, fabriqués avec des valeurs. Aujourd'hui, pour moi, l'influenceur, c'est vraiment le persona en général issu de la télé-réalité. En tout cas, c'est cela dont on parle. Qui a acquis une certaine notoriété en passant à la télévision, qui, après être passé à la télévision, a buildé, fabriqué sa communauté sur les réseaux sociaux, et qui ensuite a fait pendant pas mal de temps, alors la télé-réalité est un peu en déclin, mais pendant pas mal d'années, on a vu des personnes émerger sur la télé-réalité, passer sur les réseaux, revenir dans les émissions de télé-réalité, etc., et construire, bâtir leur communauté sur les réseaux sociaux. C'est ça, pour moi, un influenceur. Et c'est là où je fais la grande différence parce qu'on parle aujourd'hui des influenceurs, il y a des gens qui ont des compétences. Quand aujourd'hui vous êtes œnologue, spécialiste dans le vin, et que vous prodiguez des conseils sur les réseaux sociaux relatifs à vos compétences, vous êtes quelque part un influenceur. Mais vous avez des compétences. Quand vous êtes un streamer de jeux vidéo et que vous donnez des conseils, vous vous filmez en train de jouer, on vous regarde pour vos compétences. Aujourd'hui, je trouve que la question de la définition de l'influenceur, elle a bien évolué. Aujourd'hui, un influenceur, c'est surtout quelqu'un qui se filme en faisant rien du tout, pas grand-chose de très intéressant, et qui raconte des histoires qui donnent parfois envie de rêver,
qui font parfois tout simplement rire, qui sont du divertissement. Et après, évidemment, qui va monétiser son audience et sa notoriété en vendant des produits. Et c'est là que ça commence à devenir un peu problématique. Et c'est depuis ces questions de dropshipping, on en reparlera, d'influenceurs qui vous vendent des métiers qui n'existent pas, un rythme de vie, un niveau de vie qui, pour certains, est assez fictif et surtout des produits un peu douteux. C'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à parler des influenceurs et toutes les problématiques que l'influence peut drainer. Merci Baptiste, effectivement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a, enfin en tout cas, il y a un glissement en fait dans le métier d'influenceur. Et on peut se poser du coup la question, qui peut être considéré comme des influenceurs, à partir de quand est-ce qu'il y a un seuil de notoriété? Parce que au final, on voit qu'il y a créateur de contenu, il y a influenceur, la frontière est parfois maigre entre les deux. Il y a aussi la question des influenceurs célébrités dont tu parlais, de certaines personnes qui vont passer dans les émissions de télé-réalité et qui derrière vont devenir très actifs sur les réseaux pour un petit peu garder cette audience et cette popularité. Et aussi certaines stars, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, certaines stars de YouTube qui aujourd'hui passent sur le petit écran à la télé, et vice-versa aussi des stars de la télé, on va dire classiques, traditionnelles, qui s'invitent aujourd'hui sur les réseaux aussi. Donc on voit que de façon générale, il n'y a pas que la question des influenceurs aussi, mais qui est imperméable au réseau, mais aussi la télé aussi. On voit qu'il y a entre les deux mondes, voilà, ça se réduit de plus en plus. Exactement. C'est ça, merci. Si on garde en tête l'idée qu'on s'adresse à des parents aujourd'hui et qu'on essaye d'expliquer aux parents ce qu'est un influenceur, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au monde de l'influence et pourquoi est-ce qu'il faut y faire attention, toujours dans l'idée de protéger nos enfants, je pense qu'il faut essayer de resserrer un petit peu la problématique, si je peux me permettre. Un influenceur qui vend des compétences, pour moi, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est un expert et qu'il a une communauté, ça peut devenir un influenceur. Mais je ne pense pas que ce soit ces personnes-là qui posent aujourd'hui des questions aux parents. Donc je pense qu'on va essayer, si vous êtes d'accord, de se focaliser sur, sans le réduire au champ de la télé-réalité, mais à ces influenceurs que je qualifie un peu des influenceurs du vide, qui sont des gens qui ont acquis une notoriété à la télévision, ou parfois avec des biais de copains de la télévision, etc., et qui divertissent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vocation autre que de raconter leur vie et d'essayer d'en gagner de l'argent. Rémi, tu posais une question, à partir de quand est-ce qu'on est un influenceur? Ça évolue beaucoup. Il y a aujourd'hui deux types d'influenceurs, il y a les micro-influenceurs et les macro-influenceurs. Aujourd'hui, moi j'ai une communauté de l'ordre de 12 000 ou 13 000 followers sur Instagram par exemple. On m'a déjà appelé en me proposant de faire la publicité de tel ou tel produit. Ce n'est pas quelque chose que je fais, mais j'étais relativement étonné. Je dis, mais tiens, quand même, il y a des gens qui ont des 500 000, 2 millions, 3 millions. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? En fait, un micro-influenceur peut avoir une petite communauté, mais une communauté qu'on appelle très engagée. Et dès lors, il a ce qu'on appelle un taux d'engagement très élevé. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 12 000 followers, mais avec un pourcentage de taux d'engagement, c'est un peu technique, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais en gros, des gens qui vous suivent et qui vous aiment beaucoup. Et donc, vous êtes un vrai prescripteur. Donc, on peut être un influenceur et gagner sa vie, même avec une petite communauté. Mais ce n'est pas ces gens-là qui nous intéressent, encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est les influenceurs macro, les gros influenceurs. Donc, on peut être un influenceur, pour résumer, à partir d'une petite communauté. Mais en réalité, les influenceurs qui nous intéressent, c'est quand même ceux qui, en général, qui nous intéressent, qui nous préoccupent, c'est ceux qui ont une grosse communauté et pas grand-chose à vendre, si ce n'est des soirées, des piscines, des yachts, la fast life, Dubaï, l'argent facile, et des bons plans, qui s'avèrent la plupart du temps être un peu foireux. Complètement. Et du coup, justement, c'est vrai, je suis complètement d'accord sur l'idée de resserrer, parce qu'influenceur, aujourd'hui, il y a un S, ça inclut beaucoup de nuances, forcément. Ça fait rêver des enfants quand on voit justement cette fast life, ce succès, cette popularité. En tout cas, nous, c'est le retour qu'on a aussi beaucoup auprès des jeunes qui s'identifient en fait très clairement. Donc, on voit que l'influence prend tout son sens quelque part. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi la formule magique, si je peux le dire ainsi? Comment font-ils en fait pour devenir aussi connus, montrer une vie de rêve? Comment font-ils pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut partir sur ça? Encore une fois, il ne s'agit pas d'inquiéter les parents qui nous regardent, dont les enfants consomment les réseaux sociaux. On a tous suivi à un moment de notre vie, peut-être pas sur les réseaux quand on ne les avait pas,
mais des gens qui nous inspiraient. C'est pas grave de suivre un youtubeur qui fait des jeux vidéo. Quand on est un adulte et qu'on aime le vin, c'est pas grave de suivre un influenceur qui est œnologue, sommelier et qui vous distille des conseils factuels et qui est quelque part validé. L'autre jour sur Cool Mag, on a fait l'interview d'un andrologue, un urologue. C'est un monsieur qui, au-delà du travail qu'il met dans son cabinet, propage des messages sur les réseaux sociaux. C'est un médecin de suivre des gens comme ça. En revanche, tu me demandais, Rémi, pourquoi est-ce que ça attire nos ados ? Qu'est-ce qui fait rêver ? Comment est-ce qu'ils sont connus, ces gens-là ? C'est ça qui me pose question, moi. Pourquoi ça marche ? Je ne le sais pas, pour être très honnête. Je ne le sais pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je les regarde, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais tellement regardé les émissions de télé-réalité, les anges de la télé-réalité et tous ces trucs-là. C'est pas trop ma came. En revanche, quand on le regarde, on peut s'amuser. C'est du divertissement. On aime bien ces personnalités. Ces personnalités-là, il ne faut pas oublier qu'elles jouent un rôle dans les émissions de télé-réalité. Et ensuite, cette personnalité qu'elles se sont créées dans un jeu de télé-réalité, on peut la trouver sympathique et on peut avoir envie de la suivre. Et ça, on a envie de suivre les péripéties de tel ou tel participant d'une émission de télé-réalité. Pourquoi est-ce que le métier d'influenceur aujourd'hui, il attire les enfants ? C'est peut-être beaucoup plus simple d'y répondre. Parce qu'en fait, on se dit que si on fait la même chose, on va gagner plein de fric, on va voyager, que faire des vidéos, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours quand on est aujourd'hui un ado, un enfant, qu'on est sur TikTok, on se filme, etc. Donc c'est déjà ce qu'on fait, pas besoin de faire d'études. Moyen d'aller à la plage, moyen d'aller au soleil, moyen d'être avec des super beaux garçons, des super jolies filles, de porter des sacs de marque, le tout sans travailler beaucoup. Excusez-moi, mais moi si j'avais 12 ans aujourd'hui et si personne m'expliquait, j'aurais probablement envie de faire le même métier. Pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder comme mon père à travailler à l'usine ? Pourquoi est-ce que j'irais partir au bureau tous les matins comme maman ? Pourquoi est-ce que j'irais faire des études comme mon frère si j'ai la possibilité, comme cette personne que je regarde sur Instagram ou TikTok, de gagner de l'argent ? Et en plus d'être dans des super bagnoles, d'être au soleil toute la journée. Donc c'est assez logique que ça les attire, les adolescents. Il y a une forme de mensonge à l'entrée. Fais comme moi, tu vas pouvoir gagner ta vie et être super heureux. Donc voilà, la promesse, elle est belle. Et c'est assez logique que les enfants, que certains enfants, certains ados, moi aussi je l'ai constaté dans les écoles où j'ai pu me rendre, me disent je vais être TikToker. Je leur jette pas la pierre. Hein. En revanche, c'est à nous, parents et adultes, d'essayer d'apporter la nuance là où les yeux d'un adolescent ne sont pas formatés pour voir que la vérité elle est un peu trop belle pour être vraie, comme on dit. Et justement, la vérité qui est trop belle pour être vraie, il y a une question dans le chat où justement, quelles sont les faces cachées du métier d'influenceur ? Je pense qu'on peut partir du coup là-dessus. On a peint un petit peu la fresque globale et je pense que maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Mais justement, quel est l'envers du décor ? Quelles sont les activités de certains qui peuvent être répréhensibles ? Quelle est la face cachée justement à ce succès très rapide, très important ? La face cachée déjà, c'est est-ce que ce qu'on regarde c'est vrai ? Est-ce que quand vous regardez un jeune qui sort d'une émission de télé-réalité, qui a 1,5 million de followers sur Instagram, c'est super, et qui roule en Maserati, en Porsche Cayenne, dans les rues de Monaco, ou qui prend des photos de lui au bord de la plage, dans des bagnoles que je ne pourrais probablement jamais m'offrir, est-ce que c'est vrai, grand 1 ? Est-ce que c'est vrai quand il était à la télé-réalité, que j'ai regardé Les Anges de la télé-réalité et qui elle est tombée raide dingue en l'espace d'une semaine d'une personne qui l'a demandé en mariage? Est-ce que c'est vrai? A priori, non. La télé-réalité, tout le monde le sait aujourd'hui, hein, c'est scénarisé. Est-ce que c'est vrai, du coup, derrière, quand je vais le voir sorti de cette émission, rouler dans des grosses bagnoles? Non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est une face cachée. C'est bien souvent une réalité qui est un peu déguisée. Si moi j'avais une concession de voitures et que je vendais des grosses voitures chères, j'aurais tout intérêt à faire en sorte de prêter une des voitures de ma concession à un influenceur qui a une grosse notoriété contre une petite mention, contre le nom de la concession, etc. C'est de la publicité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément des influenceurs qui roulent dans des Bugatti Chiron à 2 millions ou 3 ou 4 millions d'euros ou des Maserati à 1 million d'euros, des Porsche Cayenne. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient vraiment propriétaires de leur voiture. Donc, grand 1, la face cachée, c'est que bien souvent, l'histoire qu'on nous vend, elle est fausse. Elle était fausse à la télé, il n'y a pas de raison que ça devienne vrai sur les réseaux. Je me pose beaucoup de questions, moi aussi. Est-ce que c'est vrai, ce niveau de vie qu'on affiche sur les réseaux sociaux? Je ne crois pas. Je ne crois pas, honnêtement. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait, sur tous les influenceurs,
qui sont au-delà d'1 million de followers en France sur Instagram ou TikTok ou d'autres réseaux, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient millionnaires comme ils le disent. Je pense que c'est des gens qui brûlent la vie par les deux bouts, qui certes ont des avantages parce qu'ils ont une audience et une notoriété, qui en profitent, qui vivent la fast life, qui vivent leur meilleure vie. Rendez-vous dans 5 ans, les copains. Je ne suis pas sûr que vous serez encore, je vous le souhaite, potentiellement de continuer à avoir cette belle vie, mais je ne suis pas sûr que ça perdure. Donc déjà, voilà, il y a la face cachée, c'est 2 choses. La première, c'est que l'histoire elle est fausse la plupart du temps. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Que le niveau de vie que vous prétendez avoir obtenu en faisant juste des photos de vous et en faisant des petites stories, en rigolant avec les copains, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Et puis derrière, la face cachée, elle est aussi sur ce qu'on nous vend, ce que ces influenceurs vendent. C'est ce point-là sur lequel il y a, de mon point de vue, pour nous parents, un point de vigilance à avoir. Le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à aller acheter un produit made in China, qui est une réplique d'un bon produit. C'est pas du faux, mais c'est typiquement le séchoir à cheveux Dyson, pas pour citer une marque qui vaut, je sais pas, 300 €. Bon, il y a une marque chinoise qui le propose à 12 € sur un site. Et moi, je suis influenceur et je vais faire quoi ? Je vais prétendre que j'ai une super offre et je vais vendre ce même produit qui vaut techniquement 12 €. Si on est un peu des merdes, on va le trouver sur Internet à 12 €. Mais je vais le vendre à 50 €. Mais c'est une super affaire, puisque c'est la réplique de l'original, et on ne va pas vous dire que c'est du faux, on va vous dire machin, etc. On va vous vanter une super affaire. Sauf que ce n'est pas une super affaire. Donc, grand 1, l'influence, elle peut être mauvaise parce qu'on vous fait gober des super bons plans qui n'en sont pas. On va parfois prétendre auprès de sa communauté qu'on a la possibilité d'avoir des super plans pour avoir typiquement des sacs à main de grandes marques. C'est à l'air alléchant. Il y avait une vraie boutique en ligne, ça a l'air top, etc. Et effectivement, là, vous auriez besoin de débourser 2500 € pour avoir un sac à main de grande marque. Vous allez avoir celui-ci à 150 ou 200 €. Sur le papier, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est de la contrefaçon et que si vous l'achetez, vous-même, vous êtes auteur de recel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement vous vous faites arnaquer potentiellement, quoique qui pense réellement pouvoir acheter un sac Vuitton à 150 €, je ne sais pas. Mettons que vous soyez dupe et que vous pensiez faire une bonne affaire. À la fin de l'histoire, vous risquez vous-même d'être coupable. Votre enfant, votre adolescent pourrait être coupable de recel. Je me souviens, j'étais parti en Italie avec mes parents et on était passé à la frontière et il y avait des polos Lacoste, c'était génial. Et mon père j'avais dit, papa, ils sont pas chers et tout. Et mon père m'avait dit, non, tu peux pas. Tu peux pas parce que si tu te fais attraper en France, tu vas voir, tu vas payer une amende. Je trouvais ça assez dégueulasse. Je trouvais ça pas cool. Mais en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, si votre adolescent, le risque, il est clairement limité. Mais si votre adolescent souscrit au super bon plan qu'un influenceur lui pousse pour aller s'acheter un polo Lacoste ou un sac Vuitton de contrefaçon et que lui-même le porte, il est potentiellement coupable d'avoir acheté un produit. C'est du recel de contrefaçon. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a certains influenceurs qui vont carrément vous proposer des arnaques. Et en dernier lieu, on ira dessus, voire des mauvais bons plans qui peuvent vraiment vous rendre responsable d'une escroquerie. Je vais vous en citer 2 pour vous expliquer la chose. La première arnaque, typiquement, c'est des influenceurs qui vous vendent ce qu'on appelle des jeux de casino. On a une super bande démonstration sur Internet, je me fais filmer en train de jouer, je gagne sur un casino virtuel, qui est un casino comme il en existe plein sur Internet. J'ai trouvé un super bon plan. Il y a une faille sur ce casino. Si vous allez jouer sur telle et telle roulette, regardez, je joue, je gagne. C'est une arnaque. Pourquoi ? Parce que, premièrement, si vous allez jouer sur le casino en question, vous n'allez absolument pas gagner autant. Vous allez voir que la probabilité, elle n'est pas aussi élevée que celle que votre influenceur avait. Deuxièmement, si quand même, malgré tout, ça reste du casino, vous avez la chance de gagner de l'argent, vous êtes super chanceux. Et si vous voulez retirer votre argent, vous ne pourrez pas la plupart du temps retirer votre argent. Nous, sur Coolmag, on avait fait une enquête sur cette question-là, sur les jeux de la fusée, sur les casinos qui a été poussés par différents influenceurs. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de travail pour comprendre que ces casinos-là, il suffit d'aller dans les conditions générales, sont basés au Curaçao.
qui est une toute petite île dans les Caraïbes, de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est des casinos qui sont basés à Malte et qui sont avec des licences du Curaçao. Et si vous allez dans les conditions générales, vous apercevrez que tous les résidents français sont exclus de la possibilité de jouer sur ce casino. Donc en fait, vous allez mettre de l'argent dessus, il n'y a pas de problème. Vous allez gagner parce que vous avez de la chance. Et à la fin, quand vous allez retirer votre argent, on va vous dire « Ah non, je suis désolé, monsieur, vous ne pouvez pas retirer votre argent, il fallait lire les conditions générales. » Parce que pour retirer son argent, il faut donner la carte d'identité, etc., etc. Donc, arnaque. Mais il y a pire. Il y a pire. Et c'est là où ça peut être vraiment néfaste, un influenceur. C'est quand un influenceur vous fait miroiter un super bon plan qui peut en réalité vous rendre potentiellement coupable d'une escroquerie. Vous n'êtes pas victime d'une escroquerie. Sur le casino dont je vous parlais, vous êtes victime d'une escroquerie. Ou à la limite d'un manque de jugeote de votre part parce que vous n'aviez pas regardé. Mais on l'avait fait, nous, sur un autre influenceur très connu qui vendait des super bons plans pour coffrer, comme il disait, un petit billet avant l'été. On était les premiers à en parler sur Coolmag et c'était des super formations. C'était de l'arnaque au CPF à la base. Donc en fait, il vous proposait d'aller activer avec un vrai lien légal votre compte CPF. Le CPF, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est le compte formation. Donc c'est tout salarié en France à cotiser. Et quand il est au chômage, il a besoin d'une formation. Il a la possibilité d'avoir cette formation financée en partie par l'État. Il vous proposait d'aller faire une formation, de ne pas réellement faire cette formation, de dépenser le compte CPF que vous aviez au profit d'un organisme de formation qui était réel, organisme de formation qui ne faisait pas la formation et qui vous rendait en cashback, comme on appelle, en rétrocommission, qui vous rendait une partie de cette enveloppe. Eh bien ça, on a enquêté dessus. Ça, c'est grave. C'est très très grave parce que quand on marche dans une combine comme ça, on n'est pas juste la victime d'une escroquerie, mais on est potentiellement co-auteur d'une escroquerie. Et au bout de la ligne, qui c'est qui se fait escroquer? C'est l'État français. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être co-auteur d'une escroquerie au préjudice de l'État. Si c'est trop beau, c'est que c'est pas bon. C'est ça, il y a toujours ces fameuses phrases sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et puis là, on vient d'en inventer une, si c'est trop beau, c'est que c'est pas beau, c'est que c'est pas bon. Donc exactement. Et puis après, donc, des exemples, c'est vrai qu'on pourrait en citer plein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a justement, quand on regarde un petit peu les actualités, la question des influx voleurs pour justement essayer de mettre, de regrouper tous ces influenceurs qui utilisent leur notoriété à des fins, comme tu l'as dit, Baptiste, illicites ou alors immorales, non éthiques, etc. On peut citer par exemple des produits dangereux de shampoing pour cheveux avec des contenants dedans qui sont interdits sur le marché européen. On peut citer aussi le fameux les produits vitaminés qui guérissent les cellules cancérigeuses, par exemple. Voilà. Cancérigeuses, hein, pas cancérigènes. Cancérigeuses. Il y a ça aussi, voilà. Effectivement, là, clairement, on est en train de parler d'un influenceur qui s'appelle Dylan Thierry. Dylan Thierry, il s'est spécialisé dans les cagnottes. Dylan Thierry se présente comme un bienfaiteur. Il est parti, par exemple, en Turquie sur le séisme. Et là, moi, je pense qu'on a atteint les limites de l'immondice. Je ne sais pas, même si le mot est assez fort, c'est dégueulasse. C'est des gens qui vont utiliser leur notoriété pour lever de l'argent auprès de personnalités qui vont être touchées, qui vont être un peu dupes, qui vont envoyer de l'argent pour de prétendues actions sur le terrain qui n'ont pas lieu. Ça, effectivement, tu parlais des cellules cancérigeuses, c'est Dylan Thierry. Vous savez, 3 minutes avant de me connecter, là, je regardais Instagram sur un réseau social. Moi aussi, je suis sur plusieurs réseaux. Mais c'est un pur hasard, hein. Il y a un influenceur que je suis parce que j'ai fait une enquête sur lui. Influenceur qui, je vous en parlais, avait vendu des arnaques au casino, etc. Il poste jamais rien sur Instagram. Et là, je vois une vidéo de lui. Il est à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et il disait, oui, je rentre en France, je suis convoqué par la police, je vais vous tenir au courant. Je suis prêt à foutre ma main à couper que si cette histoire de je suis convoqué par la police est vraie, c'est probablement dans l'une des affaires dont je vous ai parlé ou quelque chose de similaire.
Donc voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que quand on a fait de la télé-réalité, il y a peut-être des prix Nobel qui se cachent parmi les candidats de télé-réalité, mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Et donc, à partir du moment où un influenceur de la télé-réalité vous vante des placements de crypto-monnaies, du trading boursier, je ne dis pas qu'il n'a pas acquis des compétences entre-temps, mais moi, je me dis, tiens, c'est bizarre, quoi. Il y a des gens qui font des années d'études pour essayer de gagner leur vie en trading. À quel moment un mec qui n'a comme expérience que d'avoir fait une expédition de télé-réalité et d'avoir acquis une certaine notoriété sur les réseaux, serait éligible à nous pousser des contenus, des conseils de placement de crypto-monnaies ou de placement boursier. Complètement. Et en tout cas, c'est ce travail de décryptage, nous, qu'on essaye en intervention de travailler avec les jeunes, puisqu'on parle de l'influence. Et l'idée, c'est ça a été dit dans le chat, de développer l'esprit critique, c'est-à-dire que voilà, vraiment, les enfants, les jeunes soient capables par eux-mêmes de se rendre compte, comme tu le disais, Baptiste, de la supercherie, d'avoir justement ces codes avec, notamment, on n'en a pas parlé parce qu'on va pas trop partir, on resserre le sujet, mais il y a aussi la question des faux comptes avec la certification. Des fois, on pense que c'est l'influenceur, mais en fait, c'est quelqu'un qui usurpe son identité, qui n'a pas la certification. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi. Oui, on va parler tu parles de la certification. La certification, c'est pas un sésame. Hein. Ça veut pas dire pas parce qu'il y a la pastille bleue que ça veut dire que tu peux fermer les yeux et y aller sans réfléchir. D'autant plus qu'aujourd'hui, les certifications, que ce soit sur Twitter ou sur Meta, donc Instagram et Facebook, sont à vendre. Mais en fait, à aucun moment, un réseau social n'a prétendu certifier une personnalité parce qu'elle était digne de confiance. La certification n'était là que pour mettre en avant des comptes qui avaient une certaine notoriété, qui drainaient une certaine audience, parfois basée sur des compétences, mais c'est pas tout le temps. Donc en fait, oui, je suis parti peut-être dans des choses un petit peu techniques au début, mais grand 1, c'est pas parce qu'il y a la pastille bleue, tu peux fermer les yeux. Grand 2, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent que cette personne-là, elle est crédible. Et grand 3, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Si tu as 25 ans, que tu as des montres à 300 000 euros au poignet, que tu as une bagnole de course qui coûte, une bagnole de sportif qui coûte 1 million d'euros et que tu descends dans des hôtels où la nuit est à 5 ou 600 $. Donc voilà, développer l'esprit critique chez vos adolescents, chez vos enfants. Et toujours se dire, en fait, lui, il est sorti d'où? La télé-réalité. Mais la télé-réalité, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un jeu, c'est un divertissement. Complètement. Et c'est vrai que nous, c'est une question qu'on entend beaucoup en réunion parentalité. C'est justement que faire, parce que quand un enfant veut devenir influenceur, quand on voit ce succès-là, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est légitime d'avoir cette réaction quand on voit un succès comme ça à 12 ans. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais petit, tu vois, mettre ta vie comme ça en avant, gagner autant d'argent si facilement, etc. C'est vrai que ça peut faire rêver, on en parlait tout à l'heure. Et l'idée de développer l'esprit critique, je pense que ça passe déjà par une sensibilisation, par de la communication enfant-parent, et notamment on peut aussi conseiller à des parents, je pense, tu me dis Baptiste ce que tu en penses, de discuter avec ses enfants. Enfin, je pense par exemple à demander à son enfant, est-ce que tu penses que le style de vie de ton influenceur, est-ce que c'est ça la vraie vie? Voilà. Combien de temps ton influenceur il a passé à réaliser sa publication, par exemple, sa story, tu vois? Quel est le message de sa vidéo? Pourquoi Quel il est fait le ça? message de sa vidéo? Est-ce que tout ça est vrai? Et puis surtout, c'est ça. Honnêtement, moi j'ai des enfants. Hein. Si demain ma fille me dit papa, je veux être influenceur, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est pas des débouchés professionnels. Bien sûr qu'on peut gagner sa vie en postant du contenu sur les vidéos, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On devient un créateur de contenu. Moi, si ma fille aînée là, qui va bientôt avoir l'âge de commencer à fouiner sur les réseaux, et si elle me dit papa, je veux gagner ma vie en travaillant sur les réseaux, je ne vais pas lui dire non, prends tes jambes à ton cou, fuis. Enfin, je veux dire, tout n'est pas acheté. Je vais lui demander qu'est-ce que tu veux raconter. Qu'est-ce que tu veux raconter? Quelle est ta plus-value? Tu veux faire des bombes dans une piscine en string? C'est ça, vraiment, tu penses? Réellement? Tu penses vraiment? En revanche, non. Si elle me dit, moi, par exemple, ma fille, elle est fan d'équitation. D'équitation, elle monte à cheval. Bon. Mais demain, elle peut elle-même potentiellement utiliser les réseaux sociaux pour donner des conseils, pour promouvoir un savoir, pour raconter quelque chose. Donc je lui dirais avant, pas de problème, mais tu travailles
ta proposition de valeur. Alors, je ne lui parlerai pas comme ça, mais tu travailles en fait. Qu'est-ce que tu veux raconter? À partir du moment où vous avez quelque chose d'intéressant à raconter à votre communauté, à des gens, les gens vont venir. Si je pouvais ne rien faire et gagner plein d'argent, je serais très content. Sauf que mes parents n'ont pas réussi, les parents de mes parents n'ont pas réussi, j'ai pas réussi, je pense pas que mes enfants réussiront. Donc oui, nos enfants, s'ils veulent être influenceurs, on peut en parler avec eux. Mais je dirais d'abord, ben voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas raconter? Est-ce que tu veux être passionné d'art? Est-ce que tu veux être passionné de sport? Est-ce que tu veux faire de la météorologie? Est-ce que tu veux être un influenceur en astronomie, raconter les planètes? Est-ce que tu veux être un influenceur en biodiversité? Et puis non, mais complètement. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir vivre sa passion, qui peut être les jeux vidéo, qui peut être aussi la culture Internet, qui peut être extrêmement intéressante. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi en tout début, c'est cette idée des créateurs de contenu, du coup, qui apportent un contenu de vulgarisation scientifique, par exemple, et qui, pour le coup, ont une vraie crédibilité. Mais l'idée, c'est que justement, ces créateurs de contenu, ils peuvent tout à fait proposer des contenus intéressants pour les enfants. Tu parlais tout à l'heure de Lumni. On n'est pas exactement le même âge, mais tout le monde connaît C'est pas sorcier. Vous vous souvenez, C'est pas sorcier, l'émission scientifique de France Télévisions. On a tous le générique en tête, de toute façon. Voilà. Jamie Gourmaud, donc le Jamie, le barbu là, est un influenceur aujourd'hui. Il gagne sa vie avec les vidéos qu'il fait. Il fait de la vulgarisation scientifique. Tout le monde peut gagner sa vie en étant influenceur. L'influence, c'est la conséquence d'un savoir, d'une compétence pour moi. Et donc, oui, les enfants, vous pouvez devenir influenceur, mais il faut d'abord acquérir une compétence, travailler votre passion. C'est ça que je dirais moi. Ça peut aussi justement tomber dans certains travers où on ne rêve plus que par la popularité quitte à faire des dons pour espérer récupérer une partie de la fame, de la popularité d'autres micro-influenceurs. En fait, ça me refait penser à quelque chose qu'on a tous pu imaginer quand on était petit. Je veux être connu ou est-ce que je veux faire du cinéma? Est-ce que je veux être Pierre Ninet parce que je veux jouer, parce que je veux faire du cinéma et par voie de conséquence avoir de la notoriété et être connu très bien? Ou est-ce que je veux être connu tout court? Voilà, si tu veux faire du théâtre, fais du théâtre. Si tu veux monter sur les planches et faire du cinéma plus tard, fais du cinéma. Peut-être que tu seras connu, peut-être que tu gagneras de l'argent. Mais si ton driver, si ton initiative principale, c'est la thune et la notoriété. Et du coup, ça me fait me poser cette question, si on fait un peu la synthèse de tout ça. Moi, je pense qu'en fait, il y a une réelle question sur, ok, est-ce que c'est aux plateformes de tout gérer? Est-ce que c'est aux parents? Quel rôle justement il peut y avoir dans tout ça? Il n'y a pas longtemps avec Coolmag, tu étais à Bercy. Est-ce qu'on peut justement partir sur ce questionnement-là pour inscrire les influenceurs? Justement, c'est une mouvance générale sur Internet aujourd'hui. Et quelle est la place des parents là-dedans? Effectivement, il n'y a pas longtemps avec Coolmag, avec mon média, on est allé à Bercy, on s'est glissé dans une réunion qui était très intéressante. Il y avait deux ministres, donc la ministre de la protection de l'enfance, Charlotte Cobel, et il y avait le ministre du numérique, pour faire simple, Jean-Noël Barrot. En face, il y avait les représentants de ce qu'on appelle les GAFAM. Donc il y avait Meta, Twitter, TikTok, Microsoft, Google, etc. Il y avait tous ces gens-là, donc YouTube, etc. Et il y avait une soixantaine de jeunes. La question, évidemment, elle tournait autour de qui fait quoi pour protéger les jeunes. C'était ça la question. Est-ce que les pouvoirs publics doivent légiférer? Est-ce que les plateformes doivent prendre leurs responsabilités? Bon, si on écoutait les pouvoirs publics, tout est mis en place et on va faire mieux, mais on a commencé à faire notre job. Très bien. Si on écoute les GAFAM, tout est mis en place, on peut mieux faire, aidez-nous, mais vraiment on est conscient des risques, etc. Et puis si on écoute les jeunes, moi j'étais assez surpris de la lucidité. Il y a une jeune fille de honnêtement 15 ans maximum qui s'exprimait et qui a pris à partie qui a posé une question au représentant de TikTok en lui disant vos vidéos sont addictives. Est-ce que vous vous rendez réellement compte que c'est pour nous difficile de décrocher? Se plaindre de ça, c'est-à-dire en fait, on a plutôt l'impression d'être les empêcheurs de tourner en rond, nous les adultes. Allez, il faut que tu décroches, etc. Il y a plus de jeunes qu'on ne le pense qui sont conscients de cette problématique que ça a sur leur vie.
Le représentant de TikTok, il a eu cette réponse incroyable. Si vous voulez voir le reportage, honnêtement, je vous invite à aller le regarder, il est sur les réseaux sociaux. Il a voulu faire un petit jeu, une petite blague, mais il est tombé à côté de la plaque. Il a dit, mais attendez, c'est vous qui faites ces vidéos, si elles sont si efficaces et donc addictives, c'est de votre responsabilité. Je trouve que, sous couvert d'une blague, tout était dit. Tout le monde se renvoyait la balle dans cette salle. Les politiques disant on fait ce qu'on peut, mais on ne pourra pas y arriver sans les réseaux sociaux, sans les plateformes. Les plateformes disant on fait ce qu'on peut, mais les jeunes, c'est votre rôle, etc. etc. En fait, pour être très honnête, c'est le rôle des parents, c'est notre rôle. N'attendez pas que le législateur ou que les plateformes régulent tout pour vous et pour nous. Quand on n'avait pas l'âge d'acheter des cigarettes, on achetait des cigarettes. Quand on n'avait pas l'âge d'acheter de l'alcool, on achetait de l'alcool. Et qu'est-ce qui faisait la différence? C'était le discours qu'on pouvait avoir à la maison, c'est l'éducation. C'est la prise de parole en famille autour de la table. Donc c'est à nous, parents et adultes, de prendre le relais. Si on attend que le législateur et les plateformes et les GAFAM fassent le boulot à notre place, je vous assure qu'on n'y arrivera pas. Moi, je dis quelque chose qui, mes potes me disent, mais non, mais faut pas. Mais je dis, allez sur TikTok. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux. Pas pour être cool auprès de votre ado, pour comprendre comment on y parle, pour comprendre qui parle, pour comprendre qu'est-ce qui s'y dit. Il faut en fait s'intéresser à la matière pour en parler en famille. Il faut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour en parler en famille. Il faut avoir conscience des problématiques pour pouvoir prévenir nos adolescents. Je vais terminer avec cette phrase que j'adore. Moi, mes parents me disaient, Baptiste, bois pas quand tu conduis, attention, les pétards, la drogue, quand tu rentres tout seul le soir, fais attention, etc. Pourquoi est-ce qu'ils me disaient ça? Parce qu'ils avaient conscience de ce risque-là, parce qu'ils y avaient été confrontés à cette problématique. Comment voulez-vous prévenir vos enfants d'un risque dont vous n'avez pas conscience? Donc il faut s'intéresser à cette question, il faut en parler en famille, et il ne faut pas faire les vieux boomers à dire « Oh, attends, TikTok, c'est pas pour moi, etc. » On n'est pas obligé tous de s'inscrire sur TikTok. Mais on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dessus. Comme ça, au moins, on n'est pas complètement à côté de la plaque quand on en parle en famille. Baptiste, est-ce que tu pourrais, si on se repose cette question du coup à chaud après la discussion, est-ce que c'est un métier de rêve du coup? Est-ce qu'on peut faire une petite... C'est pas un métier. C'est pas un métier. Je pense que l'influenceur qui vend du vide n'a pas de métier. Il gagne de l'argent. Un métier, l'influence est un support pour un métier. Encore une fois, c'est donc pour moi, c'est pas un métier de rêve, pas du tout. C'est un support, c'est un outil pour travailler et pour propager son savoir, ses connaissances, pour augmenter sa notoriété. Les réseaux sociaux, c'est un outil pour le garagiste à côté de chez moi pour dire qu'il est ouvert tous les samedis. Son métier, c'est pas d'être sur Instagram, c'est juste d'utiliser les réseaux sociaux pour dire qu'il est ouvert le samedi. Bon, de la même manière, un passionné d'équitation va pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour donner une caisse de résonance à son métier. Donc, si vos enfants vous disent « je veux être influenceur », répondez-leur « trouve-toi une passion, un job et des compétences et ensuite, go, on y va ensemble. Il n'y a pas de problème, je te suis. » Bien sûr, voilà, ça fait partie du processus, mais il ne faut Voilà. pas que ce soit au début, parce que sinon, il peut y avoir justement cette approche un petit peu trop, avec toutes ces conséquences négatives dont on a parlé du coup depuis tout à l'heure. Super. Merci beaucoup, Baptiste. En tout cas, nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rester branchés sur nos réseaux parce qu'on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn au nom d'Horizon Multimédia. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Nous aussi, on met quand même pas mal d'infos. Alors plutôt sur les médias numériques parce que c'est vrai que c'est notre travail au quotidien. Nous vous enverrons très prochainement notre prochain webinaire qui va avoir lieu au mois de mai. En tout cas, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.